Vérifiez conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Les socialistes ne censureront pas François Bayrou sur le budget. En revanche, ils déposeront une autre motion de censure contre lui. C'est un peu contradictoire. Oui, en tout cas, c'est à tout le moins acrobatique, mais c'est le seul moyen qu'a trouvé le PS pour éviter de se déchirer. Alors, pour comprendre, il faut rappeler qu'après avoir accepté de négocier avec le gouvernement et d'avoir obtenu de lui 5 milliards sur le budget général et 6 milliards sur celui de la sécurité sociale, excusez du peu, il était difficile de le censurer. Difficile aussi de se réaligner sur les autres composantes du nouveau Front populaire après avoir progressivement et laborieusement construit son émancipation. Mais sauver Bayrou, ça ne va pas de soi pour tous les élus socialistes. Ils étaient déjà 8 députés à avoir voté la première censure. Cette fois, certains avaient des états d'âme et tenaient à ce que le PS reste bien de gauche, reste bien un parti d'opposition. D'où cette idée de déposer une propre motion de censure au PS sur les valeurs, disent-ils, en prenant le prétexte de la phrase du Premier ministre sur la submersion migratoire. Une censure sans chance d'aboutir pour compenser une non-censure décisive, en quelque sorte. Alors, cette initiative socialiste peut-elle empêcher le divorce qui se dessine à gauche et au sein du nouveau Front populaire? Non, cette motion de censure ne trompe personne, en particulier pas les insoumis bien décidés à instruire le procès en trahison des socialistes. Tous les dirigeants de LFI l'ont martelé hier. En ne censurant pas le gouvernement Bayrou, le PS ferait le choix d'être dans le soutien sans participation, ce qui serait un reniement du contrat sur lequel ces députés auraient été élus. Vous le voyez, les insoumis ne font pas dans la dentelle, d'autant qu'ils restent sous le choc de la défaite de Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges, qu'ils imputent, comme il se doit, à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Assiste-t-on à la mort du nouveau Front populaire? Ça y ressemble, mais je pense que c'est quand même prématuré de le dire. On l'a vu à Villeneuve-Saint-Georges, où, malgré tout, les socialistes ont fini par appeler à voter pour la liste de Louis Boyard. On le voit avec cette motion de censure sur l'immigration, qui vise à dire que la gauche peut encore se ressouder contre la droite ou contre le Rassemblement national. En fait, sur le budget, les socialistes ne cherchent pas à trouver un terrain d'entente avec le gouvernement Bayrou. Ils veulent juste ne pas être responsables du chaos politique qui serait provoqué par la chute d'un nouveau gouvernement en 2 mois. Alors oui, dans cette séquence budgétaire, le ton monte et va continuer de monter entre mélenchonistes et socialistes. Cela n'annonce cependant pas un renversement d'alliance ou un élargissement de la majorité. La bataille qui s'annonce est plus prosaïquement une bataille pour le leadership au sein de la gauche. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur votre application Radio Classique et en vidéo sur lefigaro.fr. Et maintenant, l'invité de la matinale en cette journée mondiale de lutte contre le cancer. 2 constats. La maladie est de mieux en mieux prise en charge, les traitements progressent, mais il faut constater aussi que les moins de 30 ans sont de plus en plus touchés. Pour en parler avec nous, le directeur du premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Professeur Fabrice Barlési, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'Institut Gustave Roussy, vous êtes spécialiste du cancer du poumon, mais également de la médecine de précision et de l'immunologie des cancers. Vous avez déjà une longue carrière d'enseignement et de recherche derrière vous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui particulièrement, Merci. puisque le président de la République se rend à l'Institut Gustave Roussy et parce qu'il y a cette journée mondiale et parce qu'il y a tout un tas de questions sur cette maladie. Alors, on va commencer par ce qui ne va pas et ensuite on parlera de ce qui va mieux et de ce qui progresse. Ce qui ne va pas, ce sont 2 choses. La première, c'est de plus en plus de cancers chez les jeunes, chez les moins de 30 ans. Et puis, cette épidémie, on peut dire cela comme ça, de cancer du pancréas qu'on ne s'explique pas vraiment. Tout à fait. Alors, on sait qu'il y a une augmentation globale du nombre de cancers. Entre 1990 et 2020, le nombre de cancers en France a été multiplié par 2. C'est lié au vieillissement, c'est lié probablement aussi à d'autres facteurs épidémiologiques. Et à l'intérieur de cette augmentation, il y a effectivement une augmentation de 80% des cancers du sujet jeune, c'est-à-dire moins de 40 ans, notamment des cancers digestifs, avec cancer colorectal, cancer de l'intestin, cancer du pancréas, comme vous l'avez dit. Il y a un certain nombre d'éléments qui
sont liées à cette augmentation sans qu'on en sache vraiment si c'est la cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démonstration formelle de la cause. Probablement une modification de notre alimentation, avec de plus en plus d'alimentation ultra transformée, le rôle aussi peut-être des microplastiques, le rôle possible de la pollution, mais il nous faut absolument démontrer de manière formelle le lien entre ces modifications et la survenue de ces pathologies. Pathologies qui n'ont pas de caractéristiques très particulières, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'armes spécifiques en tous les cas à ce jour, et donc il faut trouver comment aborder ces cancers-là en particulier. Pour ce qui est du cancer du pancréas, vous avez raison, il y a une augmentation extrêmement sensible, possiblement liée également à des facteurs de modification de l'alimentation, d'où l'importance aussi des mesures de prévention qu'on connaît tous, 40% des cancers sont évitables. Mais aujourd'hui, encore à la fois des progrès à faire pour comprendre cette maladie, sa biologie, on sait notamment que le micro-environnement des tumeurs pancréatiques est très différent de ce qu'on connaît dans d'autres pathologies, d'où l'inefficacité des immunothérapies actuelles, par exemple. Je vous interromps une seconde, c'est quoi le micro-environnement ? Alors l'idée, c'est que vous avez la tumeur, c'est-à-dire ce qui est les cellules tumorales, et puis autour de ça, vous avez un environnement tumoral. Et c'est notamment à cet endroit-là qu'on a les vaisseaux sanguins, qu'on a les cellules du système immunitaire. Et cet environnement, il peut être plus ou moins facilitant pour que les cellules du système immunitaire viennent attaquer la tumeur. S'il est complètement imperméable, ces cellules n'accèdent pas jusqu'à la tumeur. Et dans le pancréas, on sait notamment qu'il y a un micro-environnement qui est très fibreux, qui empêche un petit peu cette diffusion. D'où il faut trouver des nouveaux moyens. Il faut transformer nos connaissances issues de la recherche en nouvelles stratégies thérapeutiques, et c'est ce qu'on fait dans les laboratoires de Gustave Roussy. Oui, l'intérêt c'est d'y soigner et en même temps d'y faire de la recherche et d'appliquer rapidement ce qu'on trouve et les remèdes possibles. On parle des jeunes, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de campagnes de prévention auprès des jeunes s'ils sont victimes de cancer plus tôt. Alors la première prévention, c'est d'abord d'essayer d'éviter évidemment le développement de ces maladies. On sait que 40% des cancers sont évitables avec 4 facteurs principaux qui sont le tabac, l'alcool, la sédentarité et le surpoids. Ce sont des facteurs contre lesquels on peut tous lutter, quel que soit son âge. Et il y a une éducation à faire le plus tôt possible, évidemment, dans les écoles et les lycées. Est-ce qu'il faut développer des campagnes de dépistage spécifiques pour les sujets jeunes ? Probablement pas à ce stade, en tous les cas avec les outils qui sont les nôtres, parce que le risque dans une population générale reste, et heureusement, relativement faible. Par contre, et c'est le pari de Gustave Roussy avec son programme Interception, c'est d'identifier les sujets qui sont à risque augmenté de cancer, en fonction de l'histoire familiale, en fonction de caractéristiques génétiques, en fonction d'exposition environnementale, et chez ces sujets-là, mettre en œuvre une surveillance ou des examens qui vont être de plus en plus sophistiqués, permettant de diagnostiquer la maladie, évidemment, le plus tôt possible. Alors, vous y venez tout seul, professeur Barlesi, qui dirigeait l'Institut Gustave Roussy, vous dites des examens de plus en plus poussés, sans doute de la technologie. Le président de la République vient vous voir aujourd'hui à Gustave Roussy, à une semaine de son sommet sur l'intelligence artificielle. Donc, on va pas parler que d'intelligence artificielle parce qu'on le fait souvent sur Radio Classique, mais la technologie face au cancer, on sait, il y a la chimie, il y a la médecine, il y a la recherche classique, si j'ose dire, mais la technologie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui à Gustave Roussy face au cancer ? C'est une pièce de plus en plus importante dans la compréhension des maladies. Aujourd'hui, caractériser une maladie, et la caractériser chez chaque malade, c'est obtenir des milliers de données pour chaque malade. Le cerveau humain seul est absolument incapable d'analyser ces données, et donc la technologie, et en particulier l'intelligence artificielle, nous aide à mieux comprendre ces maladies, à mieux la modéliser, notamment dans le contexte de travaux qu'on effectue aujourd'hui avec nos partenaires de chez Dassault, par exemple, pour déterminer des jumeaux numériques qui vont nous aider à mieux modéliser ces maladies, du coup, à dessiner, à designer les médicaments de demain et à comprendre chez un individu donné quelles sont les voies à bloquer. C'est aussi une aide au diagnostic très importante, que ce soit pour les technologies d'imagerie comme la radiologie, l'IRM, les PET scanners, mais que ce soit aussi pour l'anatomopathologie, c'est-à-dire l'examen des tissus. Et là, l'intelligence artificielle permet en fait d'interpréter et d'analyser des choses que l'œil humain seul ne voit pas, et donc de déterminer aujourd'hui des signatures, c'est-à-dire des caractéristiques qui vont permettre, dans certains cas par exemple, et c'est déjà le cas sur des signatures qu'on appelle les instabilités microsatellitaires, de déterminer le bon traitement juste avec une lame qui aura été numérisée. L'IA, c'est aussi l'équité.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez numériser une lame d'anatomopathologie n'importe où dans le monde, l'envoyer dans un centre expert, avoir un diagnostic. Vous n'avez pas besoin d'avoir sur place toute l'expertise. Donc cet élément-là est extrêmement important. L'IA, c'est aussi une aide dans la conduite de la prise en charge des patients et notamment de leur monitoring. Gustave Roussy a développé, avec une compagnie qui s'appelle Résilience, un algorithme de suivi qui permet à des patients d'être chez eux, d'être suivis et monitorés grâce à une application. Et ça permet, on le sait, d'augmenter l'observance au traitement, de diminuer le risque de complications graves et de diminuer le risque d'avoir besoin de faire appel à un service d'urgence si on a un effet indésirable. Donc tous ces éléments, toute cette technologie participent à la prise en charge évidemment des patients. Vous dirigez, professeur Barlesi, le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Vous êtes au 4e rang mondial de la lutte contre le cancer. Vous avez donc une vision très large sur le sujet. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce qui a transformé la vie des patients, qui a allongé leur espérance de vie et de ces cancers qu'on guérissait pas il y a 40 ans et qu'on guérit aujourd'hui ? C'est plusieurs révolutions. La première et la plus importante, c'est probablement le séquençage de l'ADN humain qui a permis ensuite de comparer cet ADN humain normal à l'ADN des cellules tumorales et de comprendre quelles étaient les différences, ce qui a conduit progressivement mais relativement rapidement depuis les années 2010 au développement de tout ce qu'on appelle les thérapies ciblées. La deuxième grande révolution est évidemment celle de l'immunothérapie, notre meilleure compréhension du système immunitaire, des blocages et des raisons pour lesquelles ou comment la tumeur arrivait à échapper au système immunitaire a permis de développer une première génération de médicaments qui aujourd'hui permet de traiter des maladies extrêmement agressives comme les mélanomes, les cancers du pancréas, des cancers de vessie, etc. La troisième chose, c'est notre capacité à être de plus en plus précis. C'est-à-dire de faire passer des technologies qui étaient au départ des technologies pour la recherche, de les faire passer dans le quotidien des malades. Et ces technologies et ces investissements que l'on a fait sur ces plateformes, notamment grâce à la philanthropie, ont permis aujourd'hui de permettre à chaque malade de disposer d'une analyse de sa tumeur de manière à déterminer précisément le meilleur traitement possible et de développer maintenant des analyses qu'on peut faire simplement sur le sang. Et là aussi, c'est une question d'équité, c'est-à-dire qu'une prise de sang permettant de génotyper votre tumeur, vous pouvez la faire n'importe où sur le territoire sans avoir besoin d'être spécifiquement, physiquement dans un centre expert. Vous évoquez des médicaments très sophistiqués, j'imagine des chimiothérapies nouvelles, très ciblées, très adaptées à chaque cas et peut-être à chaque personne aussi. Est-ce qu'il y a des pénuries ou des difficultés à se procurer certains médicaments ou tout simplement des surcoûts ou des médicaments qui coûtent tellement cher qu'on renonce à certaines thérapies ? Alors, le terme chimiothérapie, en tout cas, il vaut mieux parler de traitement anticancéreux parce qu'il recouvre une variété de mécanismes d'action qui est très grande. Il y a aujourd'hui, heureusement en France, nous n'avons pas de difficulté d'accès, je dirais, sauf de manière vraiment extrêmement épisodique, et on a de quoi remplacer ces traitements, donc on n'a pas de difficulté d'accès. On n'a pas de difficulté de remboursement, puisque comme vous le savez, les traitements contre le cancer sont pris à charge à 100% par l'assurance maladie. Par contre, il est clair que le coût des traitements anticancéreux augmente de manière extrêmement rapide, plus rapide que les moyens que nous pouvons y consacrer, que donc il y a un choix à faire, une organisation, c'est tout le sens des politiques de santé, mais il faut y rester extrêmement vigilant. Il faut y rester vigilant parce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment, l'accès à certaines stratégies thérapeutiques soit plus lente en France qu'elle ne peut l'être chez nos voisins européens ou qu'elle soit à un moment rendue difficile par des conditions économiques qui sont difficiles. La lutte contre le cancer est un enjeu, c'est un enjeu extrêmement important, on en a parlé en termes de société, à la fois, je dirais, pour l'ensemble, mais aussi pour nos patients les plus jeunes, et il convient d'y consacrer les moyens nécessaires. Vous direz ça au président de la République, vous lui direz on a besoin de moyens, ou finalement le centre Gustave Roussy est un hôpital et un centre de recherche qui va bien? Gustave Roussy est un institut qui va bien, qui se développe, qui investit de manière massive pour consolider sa place de leader au niveau mondial. Mais effectivement, je redirai au président, mais il le sait, il en est déjà convaincu, qu'il nous faut investir et probablement investir en concentrant les moyens dans des centres experts. Aujourd'hui, les coûts, on vient d'en parler, sont tellement importants, les coûts de la technologie, les coûts des traitements, qu'il nous faut avoir à la fois la technologie, mais aussi et surtout les expertises humaines qui sont probablement à la fois les plus complexes à garder sur notre territoire ou à faire revenir. Et ça, c'est une alliance entre une vraie volonté de l'État, une volonté des centres comme Gustave Roussy, mais aussi une philanthropie qui doit être importante dans ce domaine de la cancérologie. À Gustave Roussy, il y a 660 médecins, 1230 soignants, 1400 personnels de recherche. Ça fait de vous à la fois un grand professeur de médecine et en même temps, vous êtes obligé d'être un grand manager, un grand chef d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un hôpital qui va bien si on met la dimension budgétaire de côté ?
Un hôpital qui va bien, en tous les cas, c'est notre philosophie à Gustave Roussy, c'est un hôpital qui est centré sur son objectif principal, qui est le patient. Tout ce que l'on met en œuvre, toute notre vision, toute notre recherche également, c'est arriver à transformer et avoir un impact sociétal pour les patients que nous prenons en charge aujourd'hui et pour ceux que nous prendrons en charge demain. Tout est fait dans cet objectif-là. Le deuxième élément, c'est de développer les conditions qui permettent à nos personnels, que ce soit nos personnels médicaux, nos chercheurs, mais aussi tous les professionnels de santé qui travaillent à Gustave Roussy, de le faire à la fois dans cet esprit, mais aussi dans les conditions qui sont les meilleures et qui sont adaptées. Nous avons besoin de nous adapter au fur et à mesure, et c'est ce à quoi nous travaillons. Un dernier mot, vous lancez aujourd'hui le premier prix Gustave Roussy qui vise à récompenser un chercheur œuvrant dans le domaine de la lutte contre le cancer. Pourquoi lancer ce prix aujourd'hui ? On se disait, ce prix doit exister depuis 1000 ans, mais en fait non. Eh ben non. Gustave Roussy est né il y a 150 ans, il a créé l'Institut Gustave Roussy il y a 90 ans, mais il n'y a jamais eu de prix dédié à Gustave Roussy, en tout cas en sa mémoire. Et il nous semblait extrêmement important dans cette période où on le voit, les réseaux sociaux ont changé profondément la manière dont nos compatriotes s'informent, de redonner à la science la place qu'elle doit avoir. La science a profondément transformé la vie de nos compatriotes dans le passé, notamment avec la lutte contre les maladies infectieuses, qui était quand même une des premières causes de mortalité par le passé. Il faut montrer que c'est grâce à la science que nous vaincrons le cancer. Professeur Barlési, merci. Vous dirigez le Centre européen Gustave Roussy de lutte contre le cancer. Bon après-midi, elle va être intense avec cette visite présidentielle. Merci d'être venu parler à nos auditeurs. Merci beaucoup. La revue de presse d'Hervé Gattegno à suivre et nos esprits libres avec aujourd'hui Christophe Barbier, Cécile Cornudet. Mais avant cela, le rappel des titres Radio Classique.